Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois par les élèves, donc sur un tuto pour savoir comment bien s'habiller. Alors bien souvent la question se porte sur une ceinture, mais en réalité j'observe souvent chez les enfants surtout qu'on ne sait pas tellement bien comment mettre le karatégi. Alors ici, par facilité, pour montrer toutes les étapes de l'habillement, je garderai ce t-shirt. Il va de soi qu'en principe, lorsque je pratique et qu'il fait beau, je ne mets pas de t-shirt en dessous de mon kimono. S'il fait froid, je peux avoir un t-shirt mais de couleur blanche, afin de ne pas casser avec le code vestimentaire. Et aussi, bien sûr, quand il fait beau et que je suis une femme, je peux bien sûr avoir un t-shirt qui va masquer la poitrine si nécessaire ou masquer la coque de protection de la poitrine. Alors, première étape de l'habillement, vous avez le pantalon. Alors, moi j'ai ici un pantalon traditionnel. Je vais mettre le t-shirt dedans pour bien voir le détail. J'aurais pu le faire avant l'enregistrement, mais voilà, comme ça on voit aussi quand on a un t-shirt comment on doit le mettre. Donc le t-shirt est bien sûr à l'intérieur du pantalon. Il existe d'autres pantalons que je prends rapidement. Voilà, certains pantalons ont des coupes plus européennes et donc là, c'est comme un training, donc ça c'est facile à refermer. Mais ce qui est souvent plus difficile, c'est bien entendu les pantalons plus traditionnels qui ont ces cordelettes autour d'eux. Alors, idéalement, je vais équilibrer ces cordelettes. Donc, je l'ouvre un petit peu sur le côté pour laisser de l'espace. Et je dois jouer un petit peu avec les cordes. D'accord? Donc, si je tire ici, ça rétrécit la cordelette de l'autre côté. Je dois ensuite retirer par là pour resserrer et puis reprendre. D'accord? C'est tout un petit jeu, un petit peu de vase communicant. Et là, je fais varier. Alors ici, j'ai tiré un petit peu trop. Là, donc je vais rééquilibrer la sauce. Voilà. Et avoir globalement des cordelettes qui ont la même taille. Ça ne vient pas à 2 cm, mais idéalement, j'ai la même taille entre les deux, ce qui me permet, je remonte ici parce que je suis un peu en avant, ce qui me permet de passer la première cordelette sous la lanière. J'essaye de l'avoir bien à plat. Pour les débutants, il ne faut pas s'inquiéter. En règle générale, les kimonos débutants n'ont pas ce genre de dispositif. Et là, je peux faire un simple nœud ou un double nœud pour éviter que ça se défasse, mais c'est très rare que les lanières ici se défassent. Donc je peux faire plusieurs types de nœuds différents, classiques et traditionnels. Là, même occidental, je veux dire, il n'y a pas de nœud particulier. J'équilibre un petit peu mon dispositif et je peux refixer ça sous la lanière si ce n'est pas assez bon. Après, si je n'ai pas envie de trop me casser la tête avec un nœud, je peux faire un double nœud, passer plusieurs fois sur les lanières, enrouler autour de la corde. C'est une partie qui ne se voit pas. Et ici, comme c'est un petit peu court, elle retombe, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Si ça m'embête vraiment, je peux la passer sous elle-même. Elle sera bien bloquée. Alors j'essaye d'avoir aussi le pantalon porté assez haut, d'accord? Je ne le porte pas à hauteur de mes hanches, mais plutôt à hauteur de la taille, car lorsque nous mettrons le hobby, donc la ceinture, il viendra se compresser sur le pantalon, ce qui permettra encore plus de le maintenir. J'ai souvent des enfants qui ont le pantalon qui retombe pendant le cours parce qu'on a mis le pantalon plus bas, à hauteur des hanches, d'accord, et la ceinture est au-dessus, et donc le pantalon il se défait. Donc, quand je le remets, je dois le remettre et le pantalon et la tenue. D'accord, donc ça c'est la partie pour votre pantalon. Vient ensuite la veste. La veste est composée de plusieurs éléments et bien souvent aussi, quand on ne connaît pas, il y a le fait de savoir de quel côté
on referme. Donc c'est toujours le côté gauche qui viendra se rabattre sur le côté droit. Un indice, vous avez l'étiquette avec la marque du fabricant. Il est bien entendu que le fabricant met la marque de ce côté-là parce qu'il sait, lui, que c'est comme ça qu'on fait le kimono et que donc il souhaite que sa marque se voit. On voit ici le souhaitait vraiment très fort parce qu'il a mis également sa marque de ce côté-ci. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, les emblèmes, écussons, les noms, aussi si vous voulez me donner votre nom, se mettent traditionnellement du côté gauche du kimono aussi. Je vais voir la gauche, c'est par là. Donc lorsque je mets ma veste, là, et lorsque je mets ma veste, voilà, je suis ici, qu'est-ce que je constate? J'ai de nouveau des cordelettes. Ces cordelettes, je vais devoir les fermer. Il est bien évident que je ne vais pas fermer les deux cordelettes avant, l'une avec l'autre, sinon je vais avoir un souci pour mettre de l'ordre. D'accord? Si je ferme la partie droite de mon kimono et puis la partie gauche, je vois bien que les cordelettes vont correspondre. Alors, les cordelettes sont propres à l'activité du karaté. Un judogi, donc une tenue de judo, n'a pas de cordelettes parce qu'on tire dessus, et comme on tire souvent sur la tenue, eh bien, il est plus pratique que la tenue s'enlève facilement. D'accord? Nous, comme on ne tire pas en principe sur nos tenues, mais ça peut arriver dans certaines techniques, mais c'est beaucoup plus rare, on peut se permettre d'avoir des cordelettes afin de fixer la tenue pour être plus élégant. Alors, il y a deux manières de faire aussi, hein. Soit je fais un double nœud si je ne suis pas très lacet, d'accord, si votre enfant ne s'est pas encore fait ce nœud, on fait un simple double nœud et on cache discrètement sur le côté. Et il est également possible de faire des nœuds plus classiques afin de fermer discrètement la tenue, donc ça, ce n'est pas interdit. Voilà. Mais idéalement, bien sûr, mes nœuds, je vais les mettre là. Hop, je fais un système de fermeture, mais je vais dissimuler ce système de fermeture à l'intérieur. D'accord? L'idéal, c'est d'avoir le moins de fil qui pend possible. Mais bon, comme les cordelettes sont souvent, même si vos cordelettes vont pendre sur le côté, comme la ceinture va venir fixer après tout ça, elles s'évadent rarement. Et il est très rare d'avoir des techniques où elles ont une incidence négative, mais bon, soit cachons-le plus. Ce qui peut parfois être embêtant selon certains modèles de karatégi, c'est si vos cordelettes sont basses et qu'elles se trouvent exactement à l'endroit où vous placez votre ceinture. Là, il faut trouver une solution, peut-être parfois même les découdre et les enlever, parce que l'endroit où on place la ceinture va être très très important. Voilà, donc on voit bien ici que j'ai la marque du fabricant de ce côté-là, donc le kimono est fermé finalement avec le côté gauche qui se rabat sur le droit. On pourrait déjà même presque travailler sans, mais bien sûr il y aurait des flottements, donc la ceinture va venir fixer tout ça. La ceinture de karaté. Elle a donc deux utilités. Bien sûr, fixer in fine l'ensemble de l'équipement. Vous remarquerez que, objectivement, pour une pratique sportive, ce n'est pas forcément la tenue la plus adéquate, le kimono, mais c'est la tenue traditionnelle. Donc, on continue de travailler avec. Mais il est clair que si je ne veux pas m'entraîner dans certains mouvements, je peux avoir une tenue plus sportive, mais ce n'est pas ça le sujet. J'ai ma ceinture, elle sert à tenir, c'est ça, c'est de là que provient l'utilité de la ceinture. Ce n'était pas pour se distinguer, ça c'est venu par après, mais elle a aussi la fonction, quand on la place, d'indiquer le point central de notre énergie motrice. C'est pour ça qu'on demande qu'elle soit environ 2-3 doigts en dessous du nombril pour indiquer la zone du hara, qui est la zone, une des zones motrices
de base, bien que c'est une zone plus globale, mais également d'indiquer un point énergétique qui s'appelle le tandem et qui est le point d'où provient ce qu'on appelle en Chine le chi, le ki, donc l'énergie, la force vitale. C'est un principe ésotérique, mais c'est sur ce principe qui a été mis en place la manière de porter la ceinture. Donc, on continue de le respecter. Qu'il ne soit pas vrai scientifiquement ou qu'il puisse être prouvé scientifiquement, c'est un autre débat. Alors, une fois que j'ai repéré mon centre, je vais mettre ma ceinture. Alors là, je peux dire, il y a plusieurs manières de faire. Je vais montrer des manières assez simples de faire. Dans la première manière de faire est la manière quand je suis pressé ou que je ne suis pas encore très précis avec mes doigts, mais je suis faire les mouvements globaux. Donc là, ce que je vais juste distinguer, c'est d'avoir l'étiquette de la ceinture ici qui est à gauche et la partie sans étiquette qui est sur la droite. C'est important parce que quand on refermera la ceinture, au final, nous aurons besoin que l'étiquette se trouve de ce côté-là. D'accord? C'est une convention. J'ai repéré que ma ceinture était pliée à la même taille. Je vais repérer mon tandem. D'accord? Et je vais placer la ceinture, le centre de ma ceinture sur mon tandem. De là, je vais aller derrière et je vais croiser ma ceinture. Ok? Peu importe comment, c'est la méthode où on est pressé. Donc dans la méthode où on est pressé, je ne fais pas attention, je ne suis pas en train de chipoter. J'arrive devant, là on va déjà avoir une info plus intéressante. Il faut que la partie étiquette qui revient de l'autre côté comme on l'a tourné, vienne se rabattre vers la gauche et la partie sans étiquette vient au-dessus. De là, ouais, c'est là qu'on commence à apprendre la dextérité avec les doigts. Je place mon pouce derrière toute la ceinture. Je maintiens avec mes autres doigts et cette partie sans étiquette, la partie elle est sans étiquette, je viens la faire passer derrière l'ensemble de la ceinture. Je peux déjà serrer là et on voit qu'elle sait déjà un petit peu tenir. Okay? Je peux un petit peu équilibrer les deux bouts pour qu'ils soient l'un près de l'autre, qu'ils aient la même taille. Et là, il y a une dernière manœuvre à faire avec le nœud, donc qui est quand même un petit peu compliqué pour les plus jeunes et qu'il faut comprendre. Donc, je viens faire une croix et j'enroule autour de ma croix la ceinture qui vient du haut et je referme le bord. Je n'ai pas complètement bien équilibré mon nœud, mais comme je vous l'ai dit, c'était la partie pressée. Donc là, j'ai ma ceinture qui est tenue. Je remonte. Là, je peux un petit peu serrer un peu plus fort au centre pour me redonner, vous avez vu la partie qui me manquait. Donc, sans étiquette, étiquette. Croisée. La partie sans étiquette contourne la ceinture qui est l'étiquette. Et je referme. Voilà, là j'ai mis ma ceinture. Mais cette partie pressée, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque ceci derrière. L'ensemble va tenir, mais ce n'est pas très élégant. Donc on va essayer maintenant d'employer la même méthode pour être un petit peu plus élégant. Donc de nouveau, je vais mesurer. Que ma ceinture soit pliée en deux. Je vais repérer le côté étiquette que je mets à gauche, le côté sans étiquette à droite. Je le place au centre. Je vais arriver par ici très directement. Quand je croise derrière, là je fais attention à ce que la partie étiquette soit d'abord posée et la partie sans étiquette vienne après dessus. Je passe de l'autre côté et donc ma partie sans étiquette qui vient passe sur la ceinture et je passe avec ma main. Regardez, je glisse avec mes doigts pour pousser la partie étiquette, pardon, je la pousse en dessous de mon hobby, de ma ceinture. Donc je force un petit peu le passage.
Vous voyez, et là, la ceinture se place de manière très droite. Donc, quand je reviens, j'ai donc ceci, la ceinture qui est en bas. La partie la plus arrière, c'est le bout où il y a l'étiquette. La partie au milieu, c'est l'ensemble du corps de la ceinture. Et la partie la plus en avant, c'est la partie sans étiquette. Là, je vais de nouveau maintenir et placer mon pouce en dessous pour libérer un espace. Et je vais de nouveau, avec la partie sans étiquette, contourner l'ensemble de la ceinture pour passer par derrière. Et je me retrouve de nouveau avec ceci. D'accord? Donc j'ai de nouveau sur ma gauche la partie étiquette et sur ma droite la partie sans étiquette. D'accord? J'ai regardé ici, j'ai resserré et ma partie sans étiquette est un petit peu plus longue. Je fais de nouveau ma croix et de nouveau, tel un serpent, la partie qui n'a pas d'étiquette tourne autour et passe dans le petit trou que j'ai créé avec la croix. Je referme ma ceinture et mes deux bouts sont fermés. Je peux bien sûr tirer un peu sur les nœuds pour équilibrer. D'accord? Parce que j'avais un petit peu, comme je l'ai montré doucement, l'équilibre n'était pas fait, donc j'ai corrigé ça et je me retrouve avec une ceinture qui est faite. Voilà, et qui est bien équilibrée ici sur l'arrière. Elle est bien droite, j'ai fait attention, je rectifie un peu mon karaté-gi, car en vous montrant doucement, j'ai un petit peu fait des plis. Voilà, je rectifie, je suis bien placé et je suis prêt à pratiquer. D'accord? Il existe encore une autre méthode pour mesurer sa ceinture, elle est un petit peu plus empirique. Mais si j'ai du mal à gérer mes doigts, je peux éventuellement la faire. Donc elle va toujours employer au final le même principe de nœud. Donc j'ai ici mon côté étiquette que je range vers la gauche et simplement je vais contourner la ceinture, maintenir et je fais le grand tour. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est moins rapide et moins précis. Mais ça permet peut-être d'avoir un meilleur contrôle puisqu'on maintient vers l'avant. Quand on doit maintenir vers l'arrière et chipoter en arrière, c'est un peu plus compliqué chez les plus jeunes. Les adultes, en principe, en s'entraînant un peu, ça va, mais chez les enfants, c'est plus compliqué. Vous voyez que j'ai fait, après pour la fin, c'est le même principe. Le trou, je passe en dessous de tout, là, et la croix, enrouler, passer, essayez de ne pas tordre la ceinture. Je passe autour avec la partie sans étiquette et je resserre le nœud. Vous voyez ici, je n'ai pas équilibré convenablement par exemple, donc je peux éventuellement, je vois que là, la partie allait être plus longue, donc je peux un peu jouer avec ma ceinture pour corriger ce genre de soucis. Voilà, là, ça devrait aller. Voilà. Ok. Voilà, vous avez plusieurs manières pour faire votre nœud de ceinture. Donc dorénavant, je ne dois plus rencontrer de soucis. Il arrive bien sûr dans la pratique avec le mouvement, les exercices qu'on fait, que le nœud se défasse. Il faut être attentif et le refaire avant que la ceinture ne tombe en ruine. D'accord? Bien sûr, je sais très bien que certains enfants s'amusent un petit peu à jouer avec leurs nœuds et finalement la ceinture est défaite. Maintenant qu'ils ont cette vidéo, leur punition sera de faire plusieurs fois leur ceinture à la maison. D'accord? Allez, bon entraînement. Os.